Je vais donc vous présenter la soft law et légitimité. Avant de satisfaire au rituel indispensable de la définition des termes du sujet, et donc de voir tout ce qui peut se rattacher à la légitimité, une illustration qui a déjà été nommée par plusieurs des intervenants précédents, avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pour les spécialistes donc des droits fondamentaux, elle constitue un texte majeur. Non seulement elle est présentée dans son préambule comme, donc je cite, l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations, mais elle a encore inspiré un corpus normatif conventionnel substantiel, avec notamment les 2 pactes civils de 1966. Or, adoptée en 1948, cette déclaration est l'œuvre de l'Assemblée générale des Nations unies, précisément d'une résolution de cette Assemblée, donc, autrement dit, un texte de soft law. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale et ses atrocités commises, l'essentiel était finalement de réagir, peu importe le caractère non contraignant du texte, plus que le contenant, c'était finalement le contenu qui importait. D'ailleurs, à l'époque, face à un seul texte moderne, la question de la légitimité pouvait apparaître secondaire, mais aujourd'hui, il est vrai qu'avec la multiplication des instruments de soft law, il apparaît plus judicieux de poser cette question. La question est donc celle-ci. Des instruments de soft law peuvent-ils légitimement aborder la thématique des droits fondamentaux ? Afin de pouvoir proposer des éléments de réponse, il est nécessaire de s'accorder sur le terme de légitimité. Or, son sens n'est pas uniforme. Si la légitimité se présente comme une qualité de quelque chose qui est conforme, le référentiel est lui variable. Il peut s'agir de la raison, la morale, l'équité, la loi, le droit. Placé dans un contexte juridique, et comme le développe le dictionnaire de la culture juridique, la légitimité présente 2 acceptions. La première revient à envisager la légitimité dans son aspect légaliste, un besoin de régularité juridique. L'idée que pour être légitime, il faut s'inscrire dans l'ordonnancement juridique existant. On songe ici au règlement qui doit respecter la loi elle-même devant respecter la Constitution, même si on peut penser que cet ordonnancement a des limites, car sait-on vraiment ce qui légitime la norme placée en haut de la pyramide ? Dans sa seconde acception, la légitimité est confrontée au monde social et recouvre le concept de ce qui est juste. L'idée cette fois-ci que pour être légitime, il faut porter des valeurs acceptables par et pour tous. Toute la difficulté étant alors d'identifier ces valeurs et les comportements qui les expriment. Donc, 2 acceptions pour la légitimité. Faut-il dès à présent choisir entre les 2 et n'en retenir qu'une seule pour traiter le sujet ? Ce n'est pas le choix que j'ai fait. J'ai en effet décidé de conserver les 2, car les 2 visions me semblent ici utiles pour s'interroger sur la légitimité de la soft law des droits de l'homme, pour finalement rechercher des critères de légitimité. Concrètement, qu'est-ce qui fait que l'objet d'une étude est légitime ? Comment savoir s'il est légitime ? On peut à ce moment-là envisager 2 démarches. On peut en effet ne s'intéresser qu'à l'objet de l'étude, ne regarder que lui et dès lors construire son opinion sur la légitimité indépendamment des facteurs extérieurs. Ou au contraire, la logique peut prescrire de s'attacher aux circonstances, aux faits accessoires à l'objet de l'étude. Dès lors, les critères d'identification de la légitimité peuvent être intrinsèques, mais également extrinsèques à la soft law. Ce sont donc les 2 points que je vais aborder dans cette intervention. Les critères intrinsèques permettent de vérifier la légitimité en tant que régularité juridique. Ils sont alors empruntés au droit dur, plus précisément à la notion de légalité. Les acteurs de soft law respectent-ils leur domaine de compétence ?
Les conditions d'élaboration de la soft law sont-elles respectueuses de certains impératifs? Dégagé par le Conseil d'État dans son rapport sur le droit souple, pour la soft law en général, il nous a semblé intéressant d'adopter ces critères pour la soft law des droits de l'homme. Mais la question est, cette adoption est-elle heureuse? Pour le savoir, il faut envisager la légitimité de la soft law dans une dimension démocratique, puis dans une dimension strictement formelle. La soft law dispose-t-elle d'une légitimité démocratique pour intervenir en matière de droits fondamentaux? Vouloir répondre à cette question impose de rechercher la légitimité dont disposent les différents auteurs de la soft law des droits de l'homme. Dans sa figure rationnelle, la légitimité signifie l'autorité des décideurs et l'autorité aussi de leurs actes qui s'impose en vertu de la croyance en deux éléments. La validité d'un statut légal d'un côté et une compétence positive fondée sur des règles établies rationnellement de l'autre. Passer la surprise d'apprécier la soft law au regard de critères qui sont ceux habituellement du droit dur, on doit admettre que la résonance est présente. La compétence est essentielle à la légitimité démocratique. À chacun ses compétences, à chacun son domaine d'intervention qui légitime son action et donc qui légitime les normes produites. L'idée, c'est qu'il ne s'agit ni d'empiéter sur les compétences d'un autre organe, ni de contourner les règles d'élaboration des normes. C'est d'ailleurs précisément l'alarme que le Parlement européen a actionnée dans une résolution de septembre 2007. Il a affirmé, je cite, « Les instruments non contraignants sont légitimes à condition qu'ils ne soient pas utilisés comme des substituts à la législation lorsque la communauté dispose d'une compétence législative et qu'une réglementation communautaire apparaît nécessaire. » En droit interne, cette crainte vise donc essentiellement les acteurs publics. Ces derniers ne doivent pas pénétrer des domaines ne leur appartenant pas. D'autant plus que c'est au Parlement qu'il revient d'élaborer les règles régissant la vie en société et, pour la matière qui nous intéresse particulièrement, les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Dès lors, pour ces acteurs publics, leur légitimité démocratique est assurée par une définition claire de leur statut et de leurs compétences. Tel est le cas notamment pour le défenseur des droits. Ses missions sont précisément de veiller à la protection des libertés individuelles, de lutter contre les discriminations dans l'accès aux droits, ou encore de défendre et de promouvoir les droits de l'enfant. C'est donc en toute légitimité qu'il peut dénoncer les comportements dans des thématiques touchant au droit à la non-discrimination ou encore au droit au respect à la vie privée ou à la vie familiale. La problématique diffère lorsque les acteurs sont privés. Ce n'est qu'indirectement que la question de leurs compétences importe. L'essentiel réside finalement dans les rapports qu'ils entretiennent avec les tiers. Indirectement sous l'angle de la compétence, car la compétence des acteurs privés ne peut pas être insérée dans un domaine particulier. Tout du moins, c'est à eux qu'il revient de déterminer les thématiques qu'ils souhaitent aborder. D'ailleurs, ce faisant, ils exercent avant tout leur liberté d'expression. De plus, dans la mesure où la soft law repose sur l'adhésion volontaire de ses destinataires, il n'est pas possible de s'opposer de manière générale à sa production par des acteurs privés. La liberté d'association serait clairement en cause lorsque la soft law s'adresse aux adhérents d'un groupement privé. Comme l'a formulé le Conseil d'État, chacun est libre de recommander des comportements et surtout, chacun est libre de suivre ou non cette recommandation. Il ne semble donc pas possible de contester la légitimité de la soft law par ce biais. Légitimité des acteurs privés examinée ensuite dans leur rapport avec les tiers. Car ici, le risque de l'intervention des acteurs privés est précisément d'emporter des conséquences excessives pour ces tiers. Si, on vient de le voir, on ne peut pas par principe restreindre la liberté d'expression des acteurs privés, leur modèle, leur comportement préconisé
ne doit pas s'imposer au tiers. La légitimité renvoie ici à l'essence même de la soft law, qui est d'obtenir l'adhésion des individus. Sans cette adhésion, on ne peut pas envisager que le tiers subisse le contenu d'un instrument de soft law. On aurait tendance à dire quand bien même elle envisage une meilleure protection des droits fondamentaux. Ce risque pour les tiers n'est pas que théorique. Un exemple pour illustrer avec l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, qui, contrairement à ce que peut laisser penser son nom, n'est pas une AI. Si son domaine de prédilection à cette autorité est la publicité, les droits fondamentaux ne sont pas absents de ces préoccupations, comme l'atteste notamment une recommandation sur l'image de la personne humaine, ou encore une autre sur les races, religions et ethnies. Or, certains publicitaires peuvent être traduits devant le jury de déontologie publicitaire qui est attaché à cette autorité, et ce, sans même avoir à aucun moment exprimé une adhésion aux travaux de la RPP. Une remise en cause du contenu de la publicité de l'un d'eux par cet organe pose alors un problème d'autant plus que finalement c'est la liberté d'expression, la liberté d'entreprendre qui est en jeu pour ce professionnel à ce moment-là. En définitive, on peut réfléchir à une gradation de la légitimité démocratique de la soft law. Plus le lien de l'auteur de la soft law avec l'autorité étatique se distend, plus la soft law perd en légitimité. Mais ici, c'est finalement accorder peu de valeur aux acteurs privés. Qu'en est-il lorsque l'on aborde la légitimité sous un angle encore plus formel encore, on va dire strictement formel? Être intrinsèquement légitime dans une dimension strictement formelle, c'est présenter, comme il a déjà été précisé, présenter des conditions d'élaboration répondant à certaines exigences. Plus précisément, c'est l'idée que la soft law émane de personnes autorisées à l'issue d'un processus transparent. L'exigence d'implication de personnes autorisées, le Conseil d'État, dans son rapport, parle de parties prenantes, se justifie en principe par le fait que la soft law repose sur l'adhésion volontaire de ses destinataires. C'est avec cette adhésion que les standards préconisés vont s'inscrire dans les comportements. Toutefois, rechercher l'implication de personnes autorisées dans le domaine des droits fondamentaux, n'est-ce pas finalement rechercher l'implication de tout le monde? Répondre par l'affirmative revient à confirmer que tout un chacun dispose de droits fondamentaux, mais revient aussi à occulter que certains droits fondamentaux sont essentiels à certaines catégories d'individus et finalement peut-être moins à d'autres. Et finalement, surtout, c'est faire face à d'indéniables complications pratiques. En s'appuyant sur une distinction opérée par certains auteurs à propos du consensus des États, il est possible d'admettre que l'implication de l'ensemble des parties prenantes est évidente lorsque l'auteur s'identifie à un organe assurant la représentation politique des États. Tel est le cas alors de l'Assemblée parlementaire ou du Comité des ministres du Conseil de l'Europe. Lorsque l'auteur est cette fois-ci un organe expert, comme le Comité pour la prévention de la torture ou la Haute Autorité de santé, l'implication des parties prenantes se manifeste ici dans l'intervention de spécialistes, d'experts. En revanche, lorsque l'acteur est privé, est-il vraiment en mesure de réunir toutes les parties prenantes? Là encore, pour l'acteur privé, la réponse n'est pas évidente, sauf à pouvoir le considérer comme un expert et donc sauf à le rapprocher de la catégorie précédente. Concernant la transparence, elle vise à disposer d'informations précises sur les acteurs de la soft law, concrètement leur composition. Ces informations permettent notamment de s'assurer de l'absence de conflit d'intérêts. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe elle-même ambitionne de lutter contre tout risque de conflit d'intérêts avec l'élaboration d'un code de conduite pour ses membres, code de conduite pour ses rapporteurs. Cette exigence a une actualité récente, puisque en effet, au mois de novembre dernier, le choix du rapporteur dans un rapport sur la gestation pour autrui
a été mis en cause dans son activité professionnelle. A été mis en cause puisque le rapporteur, dans son activité professionnelle, pratiquait elle-même la gestation pour autrui. Il s'avère que finalement, après examen, à 21 voix contre 17, la commission n'a pas retenu le conflit d'intérêts. On peut penser que dans un sujet aussi controversé, les acteurs de Soflo doivent mettre tout en œuvre pour être hors de tout soupçon. Si le choix du rapporteur va influencer le contenu d'une résolution, si ce choix n'obtient pas l'adhésion, comment penser que la résolution elle-même qui va être issue du rapport va atteindre cet objectif ? En définitive, pour être perçue comme légitime au regard de ses conditions d'élaboration, la Soflo doit mettre en œuvre certains principes, comme des principes de dialogue, loyauté et de sincérité. Pour questionner maintenant la légitimité grâce à des critères extrinsèques, c'est l'idée cette fois-ci qu'on s'éloigne de la régularité juridique pour se rapprocher d'une réalité plus concrète. La légitimité prend en compte d'une part des fins, des valeurs, et d'autre part l'empirisme attaché à l'effectivité de l'instrument. Concernant les valeurs, le sentiment qui anime lorsque l'on mentionne les droits fondamentaux, c'est la volonté d'assurer encore et toujours leur meilleure protection. Et c'est alors même le développement de la catégorie de ces droits qui conduit à des situations de concurrence qui soulèvent une difficulté. Les droits fondamentaux cohabitent, mais la question de leur hiérarchisation reste taboue. Si dans une espèce particulière, il peut être nécessaire de faire prévaloir un droit fondamental sur un autre, en dehors de cette hypothèse de cohabitation, il apparaît inconcevable de rechercher directement ou indirectement un abaissement du niveau des droits fondamentaux. Dès lors, la modification ou l'orientation des comportements des individus grâce aux instruments de la Soflo ne se conçoit que dans l'élévation des valeurs déjà prônées. Cette élévation peut se faire finalement grâce à un rôle auxiliaire confié à la Soflo. Ce rôle de préciser la portée des instruments du droit dur et aussi de finalement promouvoir des comportements qui vont au-delà des exigences légales. Le temps m'étant compté, je passe l'exemple qui existait sur les règles pénitentiaires européennes pour aborder directement la question de l'empirisme, de la légitimité recherchée grâce à l'empirisme et cette idée que la légitimité se mesure par l'observation des faits et par l'observation de l'utilisation concrète de la Soflo. On remarque alors qu'il arrive que les instruments de Soflo servent aux juges comme source d'inspiration, comme il a été déjà dit, source d'inspiration du droit dur, sans pour autant que les juges soulignent le caractère de Soflo des instruments qu'ils utilisent. Le questionnement qui nous intéresse ici est de savoir si cette utilisation par le juge des instruments de Soflo participe de leur légitimité. Pour ne prendre finalement qu'un exemple, au niveau européen, celui avec la Cour européenne et son utilisation des normes et des rapports rédigés par le Comité pour la prévention de la torture. Dans plusieurs arrêts, la Cour utilise ce rapport et dans un arrêt particulièrement, elle a précisé que le détenu avait disposé d'un espace individuel bien inférieur à la norme recommandée par le CPT pour finalement ensuite affirmer la violation de l'article 3 de la Convention. N'y a-t-il pas là une démarche en faveur de la légitimité de la Soflo ? Le sentiment est alors que finalement la Soflo est en mesure de tirer sa légitimité de sa réception par le juge. Néanmoins, pour l'envisager, il faut que les standards préconisés soient précis. Ils peuvent ainsi réellement constituer une aide à l'interprétation des règles contraignantes des droits de l'homme. En définitive, les différents critères abordés, rapidement je m'en excuse pour les deux derniers, peuvent à un moment ou à un autre conduire à une vision de la Soflo des droits de l'homme comme étant légitime. Simplement, dans une vision positive de la Soflo, notamment car la Soflo élève la protection des droits fondamentaux, on peut lui souhaiter d'être considérée comme légitime par elle-même et non pas finalement par le biais des mécanismes qu'on connaît déjà, qui sont des mécanismes du droit dur. Je m'excuse pour le temps supplémentaire et je vous remercie de votre attention.